Buenas noches a todas y a todos. Yo soy Frédéric de Petris, el director del Instituto Francés, consejero de Cooperación y Acción Cultural de la UNEJAR. Y estamos muy felices de estar nuevamente en esta sala de la Alianza Francesa para una segunda actividad pública del programa de Orillas Nuevas que llevamos adelante desde el IFA con la colaboración de Fundación Williams. Flor está por ahí, creo. Martín, no sé, acá. Y también de la Fundación Medife, Lorena. Y, por supuesto, con todo el equipo que trabaja en el programa Orillas Nuevas. Por supuesto, Lucie Aguenauer. Muchas gracias a todo el equipo. Pensamos esta charla para que Fred Sancerre, que está presente aquí, con el apoyo de Philippe Ariagnó, nuestro agregado cultural, tenga un espacio para presentar su trabajo y sus convicciones y permitir el intercambio con la sala. Invitamos a Fred en el marco de la fase de acompañamiento de los 31 proyectos seleccionados. Su trayectoria ha realizado mentorías con algunos de estos proyectos y su trayectoria, a la cabeza de la estructura francesa Derrière le Hublot es de sumo interés para la escena artística francesa y para la visión que defendemos de la cultura. Una creación artística diversa, plural y para todos, tanto en los grandes centros urbanos como en los territorios rurales. El trabajo arduo de Fred en su territorio, en Cap-de-Nac, pero también más allá, en territorio rural de Francia, y su visión es un ejemplo que inspira hoy a muchos gestores culturales y artistas en Francia, y estamos muy agradecidos, cher Fred, que está acá esta noche. Entonces, les dejan la palabra Philippe y Fred para esta noche. Du coup, je parle en français, moi. Oui. Je vais parler en français. D'ailleurs, j'arrive mieux à parler en français qu'en espagnol encore. Merci, bonsoir à tout le monde. Moi, je ne veux pas parler longtemps. Je voulais juste vous dire qu'effectivement, on était très contents que Fred Sancerre soit à nos côtés. Et peut-être vous dire pourquoi, Lucie, on a pensé à inviter Fred. Frédéric, que je rencontre très très souvent dans mon ancienne fonction, puisque j'ai dirigé un lieu, un théâtre, avec mise en place, etc. Et que Fred, chaque fois que je le rencontrais, et on parlait, on discutait, et je trouvais qu'il avait une vision extrêmement singulière du rapport à l'art et au public, aux spectateurs, au territoire, et par le simple fait que lui n'avait pas de lieu. Donc je me demandais comment on pouvait être directeur de quelque chose sans un lieu, puisqu'il est aussi labellisé scène conventionnée art et territoire par le ministère de la Culture, donc qui reconnaît une démarche artistique, culturelle sur un territoire. Et je me suis toujours posé la question, et avec les projets de Orillas Nuevas, quand on a commencé à regarder les projets en rapport au territoire, aux habitants, on s'est dit que Fred aurait une parole vraiment intéressante. J'espère qu'il l'a avec vous, pour ceux qui sont là aujourd'hui dans la salle, que sa parole est intéressante. En tout cas, un projet qui mélange cohésion sociale, création artistique, tourisme aussi, il en parlera sûrement, dans une espèce d'utopie de la proximité. J'aime bien l'expression que tu dis, Fred, que je t'ai entendu, de comment on travaille avec les habitants, avec un territoire, avec des artistes à qui on passe des commandes, avec qui on propose des résidences sur un territoire pour permettre, de ce que tu dis, Fred, j'aime bien cette expression, je la reprends, d'augmenter la vie. Je trouve ça très beau, ça fait sûrement partie d'une utopie qui dure depuis 30 ans maintenant, ou presque 30 ans, qui rencontre quelques difficultés. Je crois que Fred en parlera aussi, parce que c'est pas simple de développer un projet. C'est un enfant du pays qui co-crée un projet sur un territoire qu'il connaît bien. Et 30 ans après, ce projet est reconnu, labellisé, voilà, il est montré, reconnu, soutenu par la presse, etc. Et par les habitants surtout, et de son territoire. Mais c'est pas toujours aussi simple. Donc Fred, je vais te laisser la parole pour un peu ce que tu peux me raconter. À toi de jouer, puis je reviendrai un petit peu, j'essaierai de rebondir sur ce qu'il dit, puis on fera un aller-retour avec vous sur des questions éventuelles. Ouais. Bonjour et merci. Merci de votre accueil. Merci à l'Institut français de cette invitation. Merci à l'Alliance française de cet accueil ici dans cette salle.
Et je voulais aussi remercier tous les artistes avec lesquels je travaille ces jours-ci, dans le cadre du projet Orejas Nuevas, parce que, en fait, je crois que ça me réjouit de partager ces moments de travail avec vous. Je les trouve plutôt très sains, ces moments d'échange sur les projets qui sont les vôtres. Je vais avoir l'occasion de parler, puisqu'ils sont quelques-uns, je fais cette petite parenthèse à leur destination plus particulièrement, mais puisque vous êtes là, ce sera l'occasion à mon tour de parler et de vous raconter un peu ce que je fabrique. En tout cas, je voulais vous dire que c'était très fort aussi et très riche, ces échanges qui se déroulent dans le cadre d'Orejas Nuevas. Voilà, donc merci, je suis très touché et très honoré de cette invitation à travailler avec vous. En préambule aussi, moi je ne suis pas conférencier de métier. Du coup, c'est assez étonnant parce que du coup, souvent on titre donc conférence, je ne m'envisage pas du tout comme conférencier. Je l'ai dit d'ailleurs à plusieurs reprises. Il se trouve que moi je vais vous raconter des histoires, je vais vous raconter l'histoire que je mène sur un territoire où je suis né, sur un territoire où je développe des projets depuis bientôt 30 ans. Voilà, donc ce sera parfois chaotant, parfois simple et facile de vous raconter tout ça, mais voilà. J'ai fabriqué un petit PowerPoint, je ne suis pas du tout non plus habitué à fabriquer des PowerPoints, je trouve ça tout à fait absurde, mais en tout cas j'ai voulu vous présenter quelques images, donc j'ai mis quelques images et puis je vous les commenterai, voilà. Et parfois j'oublierai certainement d'ailleurs de les commenter, puis même de passer à la suivante, ça peut arriver. Voilà. Et puis merci aussi, puisque cette no voy a hablar en castellano, et donc c'est Augustina qui traduira, donc merci beaucoup. Augustina qui est dans le noir là-bas, puisque c'est grâce à elle si on va pouvoir s'entendre et se parler entre nous. Moi, je voulais vous raconter d'où je viens. J'ai choisi cette première image, en fait, puisque le d'où je viens, je pense qu'il est important pour comprendre la façon dont ensuite j'ai fabriqué et je fabrique avec toute une équipe. Hein, je ne suis pas du tout seul dans ce projet-là, mais en tout cas, dont finalement on s'est inventé ce projet qui s'appelle Derrière le hublot. Moi, je suis né dans une petite ville du sud-ouest de la France qui s'appelle Cap-de-Nac-Gare. Le nom de la ville, c'est Cap-de-Nac-Gare. Et Gare, parce qu'en fait, c'est une ville qui est issue de l'industrie ferroviaire. Vous êtes là sous la marquise, c'est le terme, c'est le nom en tout cas de cet abri qu'on trouve pour abriter finalement les quais sur 5 ou 6 voies, je ne sais pas combien. Cette marquise, en fait, cet édifice, il est aujourd'hui surdimensionné. Il faut imaginer que Cap-de-Nac, donc on est à la fin du 19e siècle, et c'est l'apogée milieu du 19e siècle, et c'est l'apogée du train et du train vapeur, et on est dans une zone d'extraction du minerai de fer et de la houille, et il va falloir distribuer sur l'ensemble du sud de la France ce minerai et ce charbon. Et en fait, il va falloir construire de toutes pièces une ville qui s'avère être une ville champignon, une ville ouvrière. Et même si aujourd'hui la plupart des trains ont disparu, la plupart des ouvriers ont disparu, voilà, c'est aussi important de comprendre cet héritage-là, parce qu'en fait, c'est sur cet héritage-là, de cette culture ouvrière, que va naître toute une volonté politique qui verra finalement quelque part l'éclosion du projet Derrière le hublot. Alors, je vais essayer de me familiariser avec cet engin. Voilà, on ne voit pas trop, parce que je crois que j'ai fait cette photo soit au lever du soleil, soit au coucher, mais du coup, il n'y a pas des masses de lumière. Mais je voulais vous la montrer parce qu'en fait, c'est une façon pour vous, si vous ne connaissez pas la France aussi, et cette région qui est au sud du Massif central, qui est une des régions de moyenne montagne dans le centre de la France, on va essayer de vous représenter un peu, en tout cas l'environnement paysager, géographique, un cours d'eau en bas qui sépare 2 départements, c'est une zone très verte, et c'est une petite ville, donc 4500 habitants. J'ai fait une croix, elle est là. Donc voilà, on est ici. Je parlais du Massif central, c'est cette zone-là. Les Pyrénées, vous les avez là, les Alpes là-bas, vous connaissez. Donc je suis dans une région qui s'appelle Occitanie. Voilà. 4500 habitants, je pense que chaque fois que j'ai l'impression que quand je traverse l'avenue Corrientes, que j'en croise 10 fois plus en une demi-heure. Voilà. Mais il faut vous dire que pour moi, c'est une expérience totalement étrange de vivre quelques jours dans une ville comme Buenos Aires, parce que c'est pas du tout mon échelle
Je reviens peu. Je peux laisser ça ou ça. Allez. Sur le d'où je viens, donc, j'ai esquissé quelque chose qui, pour vous raconter un petit peu le contexte finalement peut-être socio-politique, historique de cette ville de Captenac-Guerin, qui a été essentiellement, qui s'est construit donc autour du mouvement ouvrier, notamment lié au monde du train et donc des cheminots, et qui avait une grande volonté comme ça d'organiser la vie associative, avec des œuvres associatives qui organisaient finalement le sport, la culture, avec l'apprentissage de la musique, tout un tas de choses comme ça. Et c'est ce qui a donné naissance dans cette petite ville-là, mais ailleurs aussi en France, puisqu'il y a eu un mouvement comme ça en France d'accompagnement, mais finalement de quelque chose qui s'apparente, qui s'appelle en France l'éducation populaire. L'éducation populaire qui est une forme d'éducation permanente du peuple par le peuple. C'est pas une école alternative, c'est des temps en dehors de l'école finalement, mais qui concernent autant les enfants que les adultes, qui sont pris en charge par des pairs et qui permettent finalement de participer à la vie de la cité. La volonté, c'est une volonté politique d'accompagner finalement chacun dans son pouvoir d'agir, dans sa capacité à transformer la société, etc. Ce mouvement politique, et c'est assez fondamental, et je vais essayer de l'expliquer très, très brièvement pour que vous compreniez pourquoi ensuite, je crois, qu'on développe certains projets en s'appuyant sur une espèce de méthodologie qui emprunte autant au monde de l'art et de l'action culturelle et autant au monde de la médiation sociale, l'éducation populaire, etc. Moi, souvent, quand je raconte que je suis le pur produit de l'éducation populaire, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu dans la ville de Captenac des gens qui avaient eu pour métier celui de la médiation sociale, de la médiation culturelle, qui avaient permis à des jeunes gens que nous étions, petits adolescents, un peu plus grands adolescents, de tenter d'envisager la façon dont on avait envie de vivre dans cette ville-là, je crois que tout ce que je vous raconte là n'existerait pas en fait. C'est-à-dire que moi je fais ce travail-là aujourd'hui non pas parce que j'ai fait des écoles pour faire de l'ingénierie culturelle, mais parce qu'en fait, à un moment, il y a des animateurs socioculturels, des médiateurs culturels, des médiateurs sociaux qui nous ont accompagnés, une bande de jeunes gens qui se connaissaient depuis la maternelle, à essayer de réaliser les projets dont ils rêvaient pour leur territoire d'abord. Il se trouve que la particularité peut-être de cette bande de copains et de copines, c'était d'avoir envie d'accueillir des artistes chez eux. Si on avait voulu faire du foot, on nous aurait accompagnés à faire du foot peut-être. En tout cas, nous, c'était d'accueillir des artistes. Et pourquoi accueillir des artistes? C'est parce que d'abord, certainement, et c'est au moment où on s'en va de notre ville pour découvrir des villes dans lesquelles nous sommes étudiants, on revient chargé d'émotions que l'on a partagées dans des salles comme celle-ci, dans des lieux d'exposition, dans des festivals divers et variés, et qu'on a envie, dès le début, de partager ces émotions avec les gens avec lesquels on habite. Et les gens avec lesquels on habite, c'est nos parents, c'est nos amis, c'est nos voisins. On n'a pas été, toute cette bande-là, elle n'a pas choisi d'accueillir des artistes parce qu'on était nous-mêmes spectateurs. Moi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de spectacles vus en famille. Je crois qu'il aurait fallu faire beaucoup de kilomètres en plus pour aller en voir dans l'endroit où j'habite, mais en tout cas, j'avais pas une pratique de spectateur dans le cadre de la vie familiale. C'était quelque chose, la culture était présente à travers d'autres choses, la littérature, il y avait énormément de choses, mais en tout cas, je pense que on se l'est inventé avec cette bande d'amis, cette volonté de vouloir accueillir des artistes. C'est venu de ce truc-là. Si je reviens sur la petite histoire éducation, vous me dites si je vous embête, hein. Non ? Sur cette petite chose entre éducation populaire et action culturelle, ou en tout cas qui donnera lieu à et qui permettra de créer le ministère de la Culture plus tard. Et je pense que c'est cet élément-là, finalement, c'est comprendre ces deux idées permet sûrement de comprendre aujourd'hui ce qu'on fabrique dans son entièreté. Donc, si vous l'avez compris, c'est-à-dire l'éducation populaire, elle tend à amener les gens à réaliser ce qu'ils ont de bonnes raisons de réaliser, ou à dire ce qu'ils ont de bonnes raisons de dire, finalement.
Et à côté de ça, il y a une partie de notre travail qui participe de l'accompagnement des artistes pour qu'ils viennent jouer dans les villages où on travaille et avec une ambition qui est celle finalement de démocratiser l'accès à la culture. Et donc, à travers l'accompagnement artistique, finalement, de donner à voir des œuvres, de donner à les comprendre, de les partager avec le public, etc. Quelqu'un qui avait écrit sur le projet que je dirige, qui s'appelle donc Derrière le hublot, avait dit derrière le hublot, c'est un pont de singe. C'est en fait une structure qui n'a jamais fait le choix. C'est un projet qui ne fait pas le choix entre l'éducation populaire et le monde des arts et de la culture tel qu'il est organisé en France. Il y a 15 ans de ça, c'était assez complexe de marier les deux. Parce que tu connais bien aussi ce monde-là. Aujourd'hui, en France, ça c'est plutôt un petit peu mieux compris, acquis, etc. Mais en tout cas, on a fait aussi tout ce chemin-là. Voilà. Je ferme cette parenthèse pour essayer de... Peut-être on y reviendra si vous voulez, mais... Juste peut-être une singularité aussi qui a été évoquée par Philippe, c'est que derrière le hublot, on n'a jamais eu de lieu. Je crois que c'est un accident. On n'est pas conscient, on n'a pas imaginé le projet sans lieu. Il se trouve qu'on n'avait pas de lieu, qu'on n'en a jamais eu, et qu'au moment où on a failli en avoir, on l'a refusé parce qu'on savait quelle chance on avait de ne pas en avoir en fait. C'est-à-dire c'est un grand luxe aujourd'hui, je crois, de pouvoir accompagner des artistes, les inviter et créer des projets sans lieu. Je fais partie de ceux qui certainement ne dirigeront jamais de lieu en tant que lieu dédié à la diffusion, à la production. Je n'envisage pas de projet, en tout cas d'écrire des projets pour un espace dédié. Moi, il se trouve que le grand luxe du travail que je mène avec Derrière le hublot, c'est de pouvoir inviter des artistes là où on ne les attend pas, dans des conditions qui se réinventent systématiquement, de pouvoir retravailler chacun des projets à partir d'un contexte donné, voire même de pouvoir les inventer à partir du terrain où nous sommes, etc. C'est une chance folle, parce qu'en fait, elle nous permet d'inventer chaque fois et de renouveler tout le temps de travail. C'est épuisant, parce qu'effectivement, c'est toujours plus facile de rentrer dans un lieu équipé, etc., que de repenser les projets en fonction d'eux. Et c'est là aussi une autre chance, l'absence de lieu, c'est que ça nous a exonérés, je pense, de réfléchir à partir d'une discipline et d'esthétique singulière, quelle qu'elle soit. L'absence de lieu ne nous impose pas de ne faire que des choses qui se passent dans l'espace public et dans la rue. C'est pas parce qu'on n'a pas de lieu qu'on fait que du théâtre de rue. Mais en tout cas, ça nous a permis, et là les projets que je vais vous présenter, c'est des choses qui relèvent de l'architecture, du design visuel, qui relèvent parfois de la danse, qui relèvent de la photographie, voilà. On édite des livres, comme on accueille des spectacles de danse, des concerts, voilà. Et ça, aujourd'hui, je le vois en France avec les collègues avec lesquels je travaille, et je mesure chaque fois la chance que j'ai de pouvoir m'exonérer aussi de ça, finalement. Et alors, la chance et en même temps le labeur, hein, parce que du coup, je vois bien aussi ce que ça signifie, et c'est chronophage et épuisant pour toutes les équipes, et toute l'équipe avec laquelle je travaille, parce que le métier doit systématiquement se réinventer. Il se réinvente quand on arrive dans un village, on ne fera pas la même chose que le village où on était la veille. Il se réinvente en fonction des lieux de diffusion, etc. etc. Voilà l'introduction que j'avais envie de faire. Ça va, Philippe Mariagnon? Oui, je pense que oui, c'est intéressant. Non, mais la question qu'il pose en fait de l'éducation populaire et des lieux, etc., des décentralisation culturelle, il y a eu à un moment donné une discussion, peut-être une séparation entre l'éducation populaire et l'exigence artistique. À un moment, il y a eu une petite césure qui a fait qu'il y avait des œuvres qui étaient diffusées dans des lieux, dans les milieux ruraux, un peu en hors des grands centres urbains, qui n'étaient pas forcément compris, et des élus, et du public, etc. Donc on a mis un petit peu en opposition l'éducation populaire dont tu parles, et cette exigence artistique de faire découvrir la création contemporaine. Et moi je pense que c'est une fausse question. Peut-être que tu pourrais dire, commencer par là, c'est que toi tu es issu de l'éducation populaire, tu fais dans des artistes de grande qualité artistique avec qui tu réfléchis à travailler sur un territoire. Ah ben oui, parce qu'en fonction du temps, et le monde de l'éducation populaire
ne nous accepte pas parce qu'on ne l'est pas suffisamment, et celui de l'action culturelle et artistique, à des moments, ne nous reconnaît pas non plus complètement, ce qui est un peu moins vrai ça, par contre, mais parce qu'on est trop, on serait trop dans une œuvre parfois de médiation sociale ou de choses comme ça. En tout cas, ouais. Peut-être rajouter, Fred, juste avant que tu reprennes la suite, c'est que quand Fred dit, parce qu'on a pas mal discuté, quand il dit de réinventer à chaque fois, effectivement, par rapport à un territoire, à un lieu, etc., c'est pas seulement l'équipe qui se réinvente, c'est vraiment les artistes aussi qui se réinventent. Et en fait, l'espace que derrière le hublot laisse aux artistes à se réinventer et même sortir un petit peu de leur habitude de travail, est aussi une richesse pour les artistes. Enfin, c'est un espèce de dedans pour le territoire et pour les artistes qui se ressourcent aussi au cœur de ton projet. Et j'ajouterais juste là que le projet est créé en septembre 1996, on a 19 ans quand on le crée avec les copains et les copines. Et en fait, on le crée sans savoir que ça durera, on le crée sans savoir qu'un jour on sera un certain nombre à y travailler. On le crée sans la conscience de savoir ce qui nous arrivera. Heureusement, peut-être, parce que je pense que sinon on l'aurait pas fait. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est un long travail de militance, en fait. C'est-à-dire que ce que je vais vous raconter là arrive au bout de près de 20 ans, un peu plus de 20 ans, en fait. C'est-à-dire que on est parti avec rien comme les projets que je rencontre là, c'est aussi des projets qui se montent et en fait on l'a fait avec notre seule volonté. C'est-à-dire que le projet derrière le hublot, il n'est pas né, ce n'est pas une commande du monde politique, ce n'est pas une commande de l'institution publique, c'est des jeunes gens qui se mobilisent et qui créent le projet. Voilà. Et donc, je reviendrai à la toute fin si on en a le temps, mais finalement, ce qui peut apparaître à certains moments comme des réussites du projet se retourne aujourd'hui contre nous. J'en dirai 2 mots si on a le temps de ça. Mais en fait, c'est assez terrible parce que et je pense que c'est peut-être un des effets, et peut-être le meilleur, mais le plus malheureux, qui nous touche aujourd'hui. J'ai envie de vous parler de 2 projets distincts. Le premier projet s'appelle Fenêtre sur le paysage, et le second, le service d'art à domicile. Je voulais vous raconter ces 2 projets-là et rentrer des fois un petit peu dans des aspects peut-être méthodologiques, mais en tout cas les raconter parce que je pense que pour moi, ils relèvent de la même dynamique, de la même méthodologie. C'est d'abord prendre en compte le contexte où on habite, essayer de voir quels sont ces éléments de contexte et comment on peut inviter les artistes à travailler à partir de ces éléments-là. Il se trouve que les 2 projets sont très différents, et vous le verrez, mais ils relèvent exactement de la même, pour moi, dynamique de travail, en fait. Ce sont 2 projets donc, que j'ai écrits, qui sont finalement très simples. Le premier projet s'appelle donc Fenêtre sur le paysage. Il se trouve que, vous avez vu où nous sommes, ça ce sont toutes les voies en Europe sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est là. Et donc là, en fait, vous avez toutes les voies officiel, j'allais dire. C'est pas tant officiel parce que le chemin part, ce que disent les historiens, c'est que le chemin part de devant sa porte. Mais en tout cas, les voies qui ont été tracées ensuite et qui permettent aujourd'hui de dire qu'effectivement, cette voie-là, en France, qui s'appelle le GR65, c'est la voie la plus utilisée, c'est la plus reconnue, celle qui part du Puy-en-Velay. Mais en fait, le GR65, le Puy-en-Velay, c'est ici. Et le GR65 qui part de Genève, et il va jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port, il traverse comme ça la France. Je vous raconte ça parce que, donc, moi je suis par ici, hein, et prendre en compte le contexte et regarder qu'un jour et s'apercevoir que devant chez moi, je croise tous les jours, pendant entre 6 et 9 mois, suivant les années, mais entre avril et octobre, des pèlerins, des marcheurs, des randonneurs avec un sac à dos qui font ce voyage vers Compostelle. Au début, donc c'est le début des années 2010, en fait, je les remarque parce que je manque un jour d'en écraser un en voiture. Et puis petit à petit, je me dis, qui sont donc ces gens qui passent? Je suis pas du tout randonneur, et la question religieuse ne m'intéresse pas en tant que
qu'élément spirituel. Ce qui m'intéresse, c'est le fait religieux en tant qu'élément culturel, et donc de comprendre qu'il y a des gens qui effectivement font ce chemin, et donc sont prêts à traverser toute l'Europe, parce que là on a des voies qui partent de Kiev, mais on a des voies en Scandinavie aussi, enfin, on a des voies un petit peu partout comme ça, c'est un peu les veines de la main qui se rejoignent en un point, c'est assez étonnant cette carte-là. Et si on dézoomait d'ailleurs, on s'apercevrait qu'il y a des voies qui sont aussi sur le pourtour méditerranéen, et des voies en bateau qui partent du Liban notamment pour rejoindre, notamment en Catalogne, voilà, il y a des choses comme ça qui sont très belles à voir. Et donc je vois ces marcheurs, et puis un jour je tombe sur cette carte, et je me dis, mais en fait, on a donc sous nos yeux des gens qui sont prêts à parcourir une partie du monde occidental, en tout cas, l'Europe. Donc, tous les jours, on entend des langues très différentes sur ce chemin. Là où je vis, c'est entre 18 000 et 20 000 personnes qui passent chaque année. Je me dis, comment ça se fait que ces gens-là, quand on les écoute et quand ils témoignent, ils nous disent, mais dans votre région, vous avez des lieux absolument fous, etc. Et moi, ils me parlent de lieux que je ne connais pas, qui sont à 15 km de chez moi, que je n'ai jamais vus, que j'ignore. Et parfois, on se retrouve à traverser la France entière, l'Europe entière ou le monde entier pour aller découvrir une destination ailleurs. Et en fait, on a d'autres personnes qui font le chemin inverse pour venir découvrir chez nous. Et donc, je me dis, il y a quand même quelque chose là qui est à reprendre et inventer. Et du coup, en travaillant sur ce chemin, et en s'intéressant aux caractéristiques de ce chemin, c'est un chemin donc, sur lequel on a des randonneurs qui marchent et qui le font pour des questions très diverses. C'est-à-dire que la part de ceux qui le font pour une question de pèlerinage religieux, elle est inférieure à 15%. Le reste, il y en a plein qui le font pour des questions spirituelles, de ralentir le monde, de se connecter aux astres, à la terre, tout un tas de croyances New Age, etc. Mais il y a aussi ceux qui le font par désir sportif, ceux qui le font suite à une rupture amoureuse, ceux qui le font parce que dès le premier jour de leur retraite, ils s'en vont et puis ils partent traverser l'Europe, etc. Et quand on cherche un peu, on s'aperçoit qu'il y a une des valeurs associées à ce patrimoine-là, qui est la valeur de l'hospitalité. Le bien UNESCO, le bien chemin de Compostelle en France, c'est un bien qui est protégé au titre des chemins de Compostelle. Les chemins de Compostelle sont protégés au titre du patrimoine mondial UNESCO, du coup en France. C'est un bien en série, composé de bouts de chemin, d'édifices le long du chemin, etc. Et à partir de cette valeur associée au chemin, qui est celle de l'hospitalité, on va essayer, du coup, je détermine un petit cahier des charges très simple, et c'est là où finalement le projet est extrêmement simple, hein. C'est de dire, on va inviter des artistes à créer des œuvres dans lesquelles les gens pourront s'arrêter de dormir. Une fois qu'on a dit ça, le projet il est fait, quoi. C'est-à-dire, c'est pas très compliqué. Donc, hein, conceptuellement, c'est pas sorcier. Du coup, ce chemin-là est jalonné aujourd'hui de 10 œuvres existantes. D'autres arrivent, 2 de plus dans les semaines et mois qui arrivent. Et puis le projet se poursuit. Les plus proches sont espacés de 15 km. Mais si on faisait... il faut imaginer qu'entre la première, tout au bout, à la sortie de Genève, et la dernière ici, dans un département qui s'appelle le Gers, il y a 871 km. C'est-à-dire que notre territoire aujourd'hui de projet n'est plus la seule ville de Cap-de-Nappe. C'est-à-dire que là aussi, la possibilité du coup de s'émanciper totalement de son micro-territoire. Je pense que si je m'étais trouvé dans la situation où était Philippe avant de diriger un lieu, jamais de la vie on aurait pu s'émanciper à ce point pour aller aux portes de Genève, porter un projet, travailler avec des acteurs là-bas, une autre région, un autre département, d'autres villes. Voilà. Et donc, notre terrain de jeu aujourd'hui, c'est ces 870 km qui se poursuivront, j'espère, jusqu'au Pays Basque bientôt, quasi 1100 km comme ça de projets. Donc 1100 km, si on espace des œuvres à raison de 20 km, je pense qu'on en a jusqu'à la fin de nos jours. Voilà le territoire du projet. Vous verrez que tout à l'heure, avec l'autre projet, le territoire, c'est un micro-espace. Il n'a rien à voir avec ça. Et l'autre élément, du coup, dans l'histoire du contexte, je vais attendre juste parce qu'on lancera la vidéo dans quelques secondes, mais la commande qui est faite aux artistes, donc elle est très simple, c'est toujours la même, c'est toujours la même enveloppe budgétaire pour chacun des projets. Les projets se mènent dans des communes dans lesquelles on reçoit une invitation, c'est-à-dire qu'évidemment, on ne va pas à Genève, on n'arrive pas là-bas comme ça, c'est-à-dire qu'a priori au départ on ne connaît personne là. Donc c'est parce qu'à un moment, il y a un jeu où on se
tourne autour peut-être avec ces élus là-bas, ces relais sur le terrain qui peuvent être des acteurs culturels, qui peuvent être des acteurs qui travaillent au développement territorial, qui travaillent au développement touristique, économique d'un territoire, etc. Et un jour, on va se rencontrer, puis nous, on va essayer petit à petit de faire cette proposition et de finalement mettre en place une résidence d'artistes qui va concourir à créer une des œuvres. Vous allez les voir en bas, je vais vous les montrer. Et je vous raconterai un peu comment ils émergent. Le cahier des charges est donc toujours le même, c'est la possibilité que 2 à 4 personnes puissent dormir. C'est une œuvre, c'est pas un gîte, c'est pas un immeuble, ça tient plus du bivouac, du refuge de montagne, de l'abri que d'une vraie chambre, sauf dans un cas. C'est ouvert, c'est gratuit, ça ne se réserve pas, voilà. Et chaque œuvre, il y a une chose dans le cahier des charges qui s'ajoute à tout ce que j'ai dit, c'est que chaque œuvre doit surgir de terre et des savoir-faire. C'est-à-dire surgir de terre, c'est travailler à partir des matériaux qui sont sur l'endroit où nous allons fabriquer l'œuvre, et des savoir-faire, c'est travailler à partir des histoires, mais aussi des savoir-faire qui sont détenus parfois par des artisans. Il y a des cas, vous allez tout de suite comprendre de quoi il s'agit. Je vous propose peut-être qu'on regarde, il y a une petite vidéo d'une dizaine de minutes. Il n'y aura pas de sous-titrage et pas de traduction pendant la vidéo. À la toute fin, il y a une famille qui dort dans une des œuvres. Il y a un petit passage en anglais, c'est une famille qui venait justement de République tchèque, qui traversait l'Europe comme ça, et qui se trouve dormir dans une des œuvres qui est ici, la plus lointaine pour eux, et ils dorment dedans. Donc ils expliquent juste ça, le bonheur qu'ils ont eu à tomber sur cette œuvre-là, d'autant plus, c'est ce qu'ils racontent, d'autant plus qu'il pleuvait, et que donc ils ont pu à 4, du coup c'est les parents et 2 enfants, dormir à l'intérieur et se sécher. Voilà. Donc c'est la seule chose sur laquelle... Et puis j'en commenterai 2 après. Et on peut lancer la vidéo là. Tout retravaille. Voilà. Ça, c'est ce qu'il fait là.
I don't know if you speak English, but we are pilgrims and we don't want really to plan where we sleep also. So we carry tents and we are able to camp almost anywhere. But of course the weather and with the children, you cannot camp every night anywhere, you know. But sometimes, mostly at 7 o'clock in the evening or 8 o'clock in the evening, we still don't know where we stay overnight. Je peux dire que je te surpris que c'était vide. Ouais, Parce que libre, on a pensé que c'est sûr qu'il y a quelqu'un, Ouais. mais c'était super que c'est justement pour nous. Bah ouais, c'est exactement ça, c'est-à-dire pour héberger pour une nuit, on marche, on sait pas où aller et on vient dormir. C'est exactement la fonction de cette œuvre, c'est d'accueillir le marcheur quand il a besoin et notamment comme il faisait mauvais temps aussi. C'est vrai que c'est mieux de dormir là peut-être que dans les tentes. Ouais. C'est plus, ça évite de replier la tente mouillée toute la journée. Ouais, Ça, ça, on peut se poser. En plus, vous êtes 4, je crois. Ouais. C'est parfait. Ouais. C'était fait pour vous. On vous attendait. Quel drôle de réveil. Mistero. Mistero. Sabi ko si Sesuna. Mistero. J'avais éteint mon micro, j'aurais pu l'allumer. Voilà, vous avez vu quelques-unes des... Alors vous avez vu, je crois, des images des 7 premières. On s'attarde sur quelques-unes plus particulièrement que sur d'autres, etc. Ce petit film, c'est un petit bout à bout, parce qu'il y a un long film qui fait 45... Il y a quelque chose d'une quarantaine de minutes, un peu plus long. Et là, juste, on a resserré pour que... finalement, ce qui est absent de ce film-là, c'est la question méthodologique dont on va parler. Mais voilà, pour que vous puissiez voir et les paysages, les résonances qui peuvent exister entre les œuvres et chacun des paysages, puis je vais peut-être m'attarder sur un ou deux des projets du coup. Ce que j'avais envie juste de préciser, c'est que vous avez entendu une chanson qui revient tout le long. C'est une chanson en langue en langue occitane. Voilà, je vous le dis, puisque c'est une des langues régionales en France. Voilà. Je veux bien vous raconter celle-ci, en fait, qui est la première qu'on a réalisée, qui s'appelle Super Caïrou. Et ça me permettra de raconter un petit peu la façon dont on procède. Cette ère-là, c'est une ère qui est... je ne vais pas démarrer comme ça. Je vais dire comment on arrive dans la commune, en fait. C'est-à-dire qu'au moment où on commence à initier le projet, se trouve qu'on rencontre tout un tas d'acteurs culturels, des institutions, des partenaires divers et variés, et que tous nous disent, s'il y a un endroit où il faut le faire vers chez vous, et là, c'est vraiment à 15 km de chez moi, ça, c'est à cet endroit-là. Cette commune s'appelle Gréaloux, c'est une petite commune dans un petit département rural qui s'appelle le Lot. Voilà. On est vraiment au confins du Massif central, c'est une aire calcaire, pierre calcaire partout. La pierre est apparente en permanence, c'est des zones de pâturage de brebis, essentiellement. Et on nous dit c'est à cet endroit pour plusieurs raisons. Premièrement, le chemin, évidemment, passe par là. On est sur un tronçon de chemin qui est classé au patrimoine mondial pour des questions paysagères.
Et on a juste à côté de ce site-là un site classé lui aussi au patrimoine mondial, et c'est le seul dolmen classé au patrimoine mondial. C'est un ensemble constitué d'un dolmen et d'une croix des chemins qui jalonnent tout ce chemin-là, qui sont classés. Et donc tout le monde nous dit, c'est cet endroit-là, et puis c'est vrai que ce site-là, en fait, je ne peux pas vous le montrer, mais en fait on voit à 360 degrés, et du coup par très beau temps, on pourrait voir les Pyrénées, qui sont tout en bas en France, et puis quasiment en permanence, on voit la chaîne des volcans du Massif central. Donc on est dans un lieu qui est absolument, qui est très fort, chargé, beaucoup d'éléments autour de nous, mais chargé aussi de quantité d'usages. C'est-à-dire que ce site-là, vous le voyez, il est utilisé par les paysans qui viennent faire pâturer leurs bêtes. Il est utilisé par des ethnobotanistes qui viennent sur cet espace-là parce qu'ils ont repéré qu'il y avait certaines plantes endémiques. Il est utilisé par les sportifs. On voit un moment un jogger, quelqu'un qui fait son footing dans le petit film. Ça, c'est tout le temps qu'il y a des gens qui viennent là pour ça. Il est utilisé par la société de chasse qui vient sur cet espace-là parce qu'ils se sont rendus compte que c'était un espace en hauteur et qu'il y avait plein de choses à chasser. Il est utilisé par les autres archéologues amateurs. Il est utilisé de tout le temps. Et il est utilisé aussi parce que c'est un poste d'observation pour les feux alentours, puisqu'on est un peu en hauteur et on voit tous les déclenchements de feu quand on est en période de sécheresse. Donc en fait, on nous indique, tout le monde nous dit allez là-bas, et quand on arrive, on se rend compte qu'en fait le lieu est bourré d'usages. Et ce qui pourrait se révéler être une contrainte est assez magnifique, parce qu'en fait tout l'enjeu du projet, moi ce qui m'intéresse le plus, c'est pas que des marcheurs, randonneurs qui traversent, je suis très content de voir cette famille de République tchèque, mais ce qui me passionne, c'est quand les habitants du village de Gréalou ont envie d'amener leur famille voir Super Caïrou, potentiellement d'aller dormir dedans. Moi je travaille d'abord pour les communautés qui habitent à un endroit donné, avant de travailler pour des touristes qui traversent l'Europe entière, ou des gens qui partent faire le chemin. Ceux qui font le chemin, généralement, ont leurs habitudes, soit de bivouac, soit d'aller dans des gîtes, etc. Ils n'ont pas besoin de nous, cela. À la limite, c'est très... Et donc, ce qui me passionne le plus, c'est finalement les usages de ceux qui habitent autour. Et donc, finalement, que cet espace-là soit bourré de toutes ces contraintes qui s'additionnent. Et finalement, ce qui est passionnant, c'est qu'on va travailler avec chacune de ces micro-communautés pour voir de quelle façon, finalement, l'œuvre, le jour où elle va se créer, elle sera acceptée, elle sera pleinement partie intégrante du village. Aujourd'hui, le maire du village, là, c'est la première œuvre, donc on démarre la première réunion, donc celle du conseil municipal, avec les habitants de la commune qui avaient été invités, en septembre 2016, et elle se termine en mai 2020. C'est la première qui existe, et si le maire était là aujourd'hui, il nous dirait, moi dans mon village, il y a 3 choses, il y a une école, un stade de foot et Super Caïrou, c'est le monde de l'œuvre. En fait, Super Caïrou, comme quasiment toutes les œuvres que vous avez vues aujourd'hui, finalement parfois deviennent le logo du petit village. Il faut se dire que ce village-là, c'est 350 habitants, ce qui est quasi la norme pour toutes les œuvres que vous avez vues. Le plus petit village, c'est 300 habitants, le plus gros, c'est 1000 habitants. Et ça devient quelque chose qui est une... je ne sais pas comment dire, mais une des identités de chacun de ces villages-là, en fait. Et que chaque village s'approprie, en fait, l'œuvre posée. Mais chaque village s'approprie l'œuvre posée, puisqu'en fait, toute la méthodologie concourt à ce qu'il se l'approprie. C'est-à-dire que nous, dès le début, on explique qu'on va travailler avec eux, on va déterminer ensemble quel est l'endroit, la parcelle, le terrain qui pourra accueillir cette œuvre-là. On va travailler avec eux sur essayer de déterminer quels sont les axes forts qui peuvent être donnés comme guide à des artistes, à savoir les matériaux. Est-ce qu'il y a des matériaux propres à ce territoire-là? Est-ce qu'il y a des savoir-faire en particulier? Il se trouve que sur ce territoire-ci, le matériau, vous l'avez, c'est la pierre sèche. On est sur un territoire où la pierre est la fleur partout. Alors qu'on a des murets en pierre sèche partout. C'est inspiré de petits abris qui servaient aux bergers à se protéger, etc. C'est inspiré d'un petit patrimoine vernaculaire qui existe dans cette aire géographique-là. Donc le matériau, il était évident qu'aller à cet endroit-là, il fallait travailler, il y avait en tout cas un enjeu fort à travailler avec cette pierre-là, et travailler avec les savoir-faire qui étaient ceux des artisans. Il y a quelques artisans très rares qui détiennent ce savoir-faire-là. Et sur un projet comme celui-ci,
c'est même un consortium d'artisans qui se réunissent parce qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'ils vont pouvoir, avec ce chantier-là, faire pour la première fois, parfois de leur vie, un édifice contemporain en pierre sèche, alors qu'aujourd'hui, finalement, on leur demande de retaper un muret ou de reprendre un bout de toiture. C'est-à-dire que des gens qui ont 30 ans de métier dans la pierre sèche, aujourd'hui en France, leur savoir-faire n'est plus utilisé autant que ce qu'il pourrait l'être. Et donc, on a des gens qui ont 30 ans de métier et qui ont fabriqué une fois un abri dans sa totalité. Et donc, ils se regroupent quand il y a ce projet-là parce qu'ils se disent que c'est pour une fois, on va pouvoir explorer les quantités de techniques ensemble et montrer qu'en fait, il y a une filière possible qui peut se développer. Et elle se développe à partir d'un projet artistique, là, puisque là, ce sont des artistes architectes et artistes qui dessinent ce projet. Quand les artistes arrivent, en fait, on a déjà pas mal travaillé avec les élus de la commune, avec les habitants, les voisins, etc. On a défini à peu près la zone où l'œuvre pouvait s'implanter. On a donné quelques indices sur des matériaux, sur des savoir-faire. On a commencé à esquisser comme ça quelques éléments complémentaires. Et il y a une chose aussi qui se partage avec les habitants et qui est très, très importante quand j'invitais les artistes là-dessus, c'est que il est question que l'œuvre, elle se réalise à cet endroit-là. C'est-à-dire que vous l'avez vu, en plus celle-là, vous avez vu la petite vidéo, elle se monte vraiment à l'endroit où elle est. Il n'y a aucune œuvre qui se fabrique en dehors, c'est-à-dire dans un atelier. Elle se fabrique vraiment sur le terrain. Et c'est important parce que ce qui est important pour que les gens du village se l'approprient, c'est qu'ils en comprennent l'ensemble du cheminement, qu'ils participent à toutes les étapes. Ça ne veut pas forcément dire la construction, ça ne veut pas forcément dire le dessin de l'œuvre, c'est simplement qu'ils sachent peut-être comment elle s'envisage, qui l'a faite, comment elle s'appelle, qui l'a construite, qu'ils aient envie d'y aller, qu'ils aient envie de la présenter, etc. Et ça, c'est notre travail, en fait. C'est le travail qu'on développe avec l'équipe de Derrière le Hublot, c'est-à-dire de faire en sorte que cette œuvre, elle n'arrive pas un jour en camion, une grue la prend, la pose, mais qu'elle est donnée, en tout cas, lieu à des quantités d'échanges. Et si un jour il y a un camion qui vient, c'est parce qu'à un moment, elle n'est pas fabriquée à l'autre bout de la France, dans le meilleur atelier de production d'œuvres. Est-ce que le fait que tu n'aies pas un lieu, il y a quand même beaucoup, je t'écoute sur les films, le facteur temps, tu travailles dans le temps, sur des temps plus longs que qu'un lieu déterminé quand même. Enfin, c'est très clair que tu n'as pas un rythme imposé de faire une œuvre par an, etc., que ça se fait au rythme des artistes, du territoire, etc. Ça, c'est une force quand même, non? Ce facteur temps dont tu disposes. Oui, sûrement, mais en tout cas, d'autant que c'est des œuvres pérennes. Donc la question du temps, en plus, le jour où on a terminé, il y a une image où on voit les maçons et nous autres, avec quelques personnes devant l'œuvre. Et c'est le jour où on sait qu'on termine. En fait, ce jour-là, on prend conscience qu'en fait, le maçon, le constructeur pierre sèche, qui bâtit du coup cet édifice, il nous dit a priori, il n'y a pas besoin de reprendre les éléments de toit d'ici 60 ans. En fait, ce jour-là, on s'est dit, mon Dieu, mais là, on vient de faire quelque chose qui nous amène ailleurs. C'est-à-dire toutes ces œuvres, elles sont pérennes, donc certaines dureront peut-être, c'est le pérenne le plus longtemps possible. Je pense que celle-ci, dans 300 ans, elle sera toujours là. Peut-être qu'elle sédimentera, peut-être qu'à un moment, elle s'effondrera, mais en tout cas, la pierre sera là. Celles peut-être qui sont en bois auront une autre vie, hein, c'est peut-être plus court. Voilà. Mais en tout cas, la question du temps, du coup, là où c'est intéressant, c'est que cette œuvre-là, à un moment, on s'est réunis, les artistes, les habitants, la commune, et on s'est rendu compte qu'il nous manquait un élément, qui était la pierre. On voulait construire en pierre, on n'avait pas la pierre. Et en fait, en France, quand on fait les chantiers de pierre sèche, on fait venir la pierre. En fait, on aurait pu aller chercher la pierre à 300 km, ou aller la chercher au nord de l'Italie, la faire venir, enfin, on pouvait faire ça, en fait. Et donc, on a tout arrêté, on a dit, ben non, on va passer 1 an à chercher la pierre. Et en fait, ces projets-là, on peut se donner ce luxe-là, parce que, au moment de ne pas... j'en ai même pas parlé du point de vue environnemental, mais en fait, la question, elle est là aussi. C'est-à-dire que, du coup, on construit une proposition alternative qui ne nécessite pas peut-être de traverser le monde entier pour aller faire une randonnée sur le chemin des Incas. Je veux dire, on peut travailler là et faire des propositions qui sont autres. On n'est pas obligé d'aller chercher de la pierre pour construire des bâtiments ailleurs. On n'est pas obligé d'utiliser du béton
pour joindre cette pierre. S'il fallait tout enlever demain, on peut tout enlever et rendre le terrain tel qu'il était en fait. Et ça, ça vaut quasiment pour chacun des projets. Les artistes, donc, quand ils arrivent, en fait, ils ont ces éléments-là, et la chose qui leur est demandée, c'est d'arriver tout nu, d'arriver le plus neuf possible, avec le moins d'idées préconçues, sans dessin, sans idées préconçues. Et qu'en fait, tout ce travail-là doit se faire sur place et s'envisager à partir de ce qu'ils vont rencontrer, de ce qu'on va leur proposer. Donc là, l'idée toute simple était d'essayer de travailler à partir de ce petit patrimoine vernaculaire qui servait de référence, d'essayer de relier deux petits abris, ce qui se fait jamais en fait. Cette forme-là n'existe pas. C'est là où on amène le projet un peu ailleurs finalement. Et avec une face qui est quasi brutaliste, très voilà, et puis l'autre finalement très organique, qui reprend là aussi des éléments du patrimoine local. C'est l'arrière des fours à pain dans les villages qui est fabriqué de cette façon, côté très, très organique. Et souvent les gens quand ils arrivent, ils touchent d'abord, ils caressent, et ils se posent dessus. Ils ont besoin de faire de rentrer dedans, voilà, de faire l'épreuve, l'expérience. En tout cas. Voilà. Cette œuvre-là, aujourd'hui, elle est tout le temps occupée, quasiment, l'été. Il y a tout le temps du printemps à l'automne, il y a toujours des gens qui dorment dedans. Il y a un monde, ça circule en permanence autour. Et ce qu'on voit tout le temps, quand on s'y déplace, c'est des gens du territoire qui font venir la famille. Donc, vous allez visiter vos cousins à Figeac, dans le sud, dans cette zone-là, et puis ils vont vous amener voir Supercaille. Et ça devient une espèce de truc comme ça. Et ça vaut pour chacune des œuvres. Et ça rejoint la question de la militance dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, j'ai une forme de revanche, de militance. Quand je dis ce qui m'intéresse, c'est que les artistes aillent là où on ne les attend pas. C'est que dans ce village, a priori, il n'y a aucun artiste. Et l'art contemporain et les œuvres, il n'y avait personne n'allait aller dans le village de Grêle, 300 habitants, en fait. Et si quelqu'un allait là, c'était peut-être pour faire un spectacle. Un soir, on ouvre une salle des fêtes, on fait le spectacle et on repart. Et il y a une forme de revanche à un moment. Ces territoires ruraux en France qui sont très, très enclavés, hein, et qui sont loin des offres. Parce que là, on est loin des offres culturelles. Il faut se dire que quand même le premier FRAC, c'est-à-dire le premier FRAC, oui, c'est les fonds régionaux d'art contemporain, du coup, sont les espaces consacrés, un peu dédiés à l'art contemporain en France. Le premier, il a 2 heures de là. Le premier théâtre national, il a 2 heures. La première scène nationale équipée, elle est à 1h 3/4. Donc on est loin de toutes ces offres-là. Il y a une forme de revanche pour moi de travailler dans ces espaces-là. Aussi. Oui, on n'est que dans des zones rurales. Je veux bien vous parler d'une autre. C'est que des bois de réemploi. C'est une ressource aussi qui a été trouvée dans le village. Et c'est à partir de la démolition de 3 maisons dans un village, dans lequel on récupère l'ensemble des bois. L'artiste fait un répertoire de l'ensemble des bois trouvés et finalement dessine ce projet-là à partir des contraintes posées par le bois récupéré en fait. Avant peut-être que tu parles de cette œuvre, est-ce que tu peux nous donner des cas, des exemples qui n'auraient pas marché? C'est-à-dire que les ingrédients, on l'a bien compris, c'est la complicité avec le territoire, les élus, les habitants. Est-ce qu'il y a des choses qui ne marchent pas des fois pour des projets Origines Nuevas sur les territoires et la place qu'ils peuvent prendre et le succès qu'ils peuvent avoir? Est-ce qu'il y a des choses, des écueils possibles et généralement c'est lesquels? Quelles sont les barrières que tu rencontres ou que tu as pu rencontrer et qui a pu être être un échec finalement? Est-ce qu'il y en a eu? Sur celui-là, non. Vraiment. C'est parfait alors. Non, mais. Qu'est-ce qui pourrait mais je pourrais, après, le point d'échec, il y en a un gros en plus qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qui pourrait faire rater? Est-ce que tu penses que ça réussit parce que la complicité, parce que... S'il y a eu un échec, à la limite, sur un territoire où on choisit de mettre un terme à la relation avec l'artiste. Et c'est très douloureux, c'est très compliqué, mais on sent que finalement, on travaille avec une artiste néerlandaise et
Et on ne parvient pas, malgré tout le travail qu'on va faire d'accompagnement, à se mettre d'accord. On était dans un village qui produit, dans une zone en tout cas, qui produit beaucoup de bois. Il y a des scieries, il y a beaucoup de travail autour du bois. Et en fait, tout d'un coup, on découvre que le bois va venir des Pays-Bas, de Hollande, que les artisans vont venir de Hollande, et on ne parvient jamais à renverser la chose. Et donc, on décide d'arrêter, parce qu'on dit, mais en fait, là, il y a rupture à un moment dans le cahier des charges. C'est-à-dire, on ne peut pas. C'est exactement l'inverse qu'on raconte quand on travaille avec les gens, et du coup, voilà. Donc là, oui, il y a une forme d'échec, en fait. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas compris au moment. Peut-être qu'on n'a pas été bon pour partager le cahier des charges, peut-être qu'il y a un truc qui a fait que ça ne marchait pas, quoi. Oui, du coup, la réussite totale, et pour les projets de territoire, c'est l'ancrage total, même si l'artiste vient d'ailleurs, en fait. Que tous les artisans, tous les artisans sont du coin, la matière aussi. Tous les artistes là viennent d'ailleurs, ils ne sont pas issus du territoire. Par contre, dans 80% des cas, les artisans sont des artisans qui sont sur ces territoires-là. La première œuvre dont j'ai parlé un peu plus longuement, Super Kairou, on a donné 65 000 € à l'équipe artistique. C'est le coût pour chacun des projets. Sur ces 65 000 €, je ne sais pas si vous faire c'est à peu près 65 000 $, c'est ça? Ouais, on va dire ça. Il faut se dire qu'il y a 80 sur Super Kairou, il y a 90% du budget qui revient dans un rayon de 15 km autour. C'est-à-dire que la pierre est achetée là, les maçons sont là, le chef de chantier est là, le petit bout de bois est là. Voilà. Et donc c'est un moment. Et c'est là aussi où c'est vertueux finalement, c'est-à-dire que le territoire accepte de participer parce qu'à un moment, économiquement, il y a quelque chose qui revient chez eux, quoi. Et en même temps, qu'il ne les prend pas de haut non plus. C'est-à-dire quand je parle de cette revanche, c'est que il y a des expériences ultra malheureuses d'implantation d'œuvres dans l'espace public en France comme ailleurs. Un jour, on voit arriver sous sa fenêtre un truc, personne n'a rien compris, personne n'a été prévenu. Il y a une loi en France sur le 1% lié à l'investissement sur les bâtiments publics, etc. Moi, j'ai été élève comme tout le monde. Dans mon lycée, dans l'université où j'étais, il y avait une œuvre qui avait été un jour installée, posée. Aujourd'hui, personne ne sait qui l'a faite. Parfois, l'État les perd. C'est-à-dire qu'il y a aussi au ministère de la Culture aujourd'hui des gens qui cherchent les œuvres qui ont été produites, parce que plus personne ne sait où elles sont. Et donc ça, c'est des échecs, c'est-à-dire on a produit des œuvres qui ne sont appropriées par personne. Toute la réussite d'un moment, c'est que les gens peuvent se les approprier, et ils se les approprient parce qu'à un moment, on les associe aussi à la démarche. Moi, je ne remplacerai pas, et l'artiste ne remplacera pas le paysan qu'on a vu tout à l'heure avec ses brebis. En fait. Lui, il sait. D'ailleurs, c'est ces gens-là qui nous ont dit, mais l'œuvre, si vous la mettez dans ce sens, dès qu'il y a du vent et de la pluie, vos randonneurs, ils sont trempés. Et à partir de ce jour-là, l'œuvre, elle a été retournée avant d'être construite. Mais en fait, c'est ces gens-là qui savent comment construire, qui savent où construire, qui savent nous donner toutes les clés. En fait. Et les clés, c'est ces experts du territoire qui les ont, c'est pas nous. Moi, j'ai beau habiter à 15 ou 45 km de celle-ci, j'y passe pas tous les jours. Hein, voilà. Donc il faut que sur cet espace-là, je sois sûr qu'il y a un moment, quelqu'un qui soit en relais, qui peut être un élu, qui peut être un habitant, qui va venir de façon régulière, voir si tout va bien, faire un peu de médiation avec les gens qui passent, raconter l'histoire. Voilà. Et c'est ça qui est en fait le très beau dans l'histoire et qui est très enthousiasmant à partager avec ces gens-là. Je vous dis 2 mots sur celle-là. Donc la première, sur laquelle je me suis un peu plus étendu, Super Kairou, on est sur un territoire qui est un parc naturel régional. Le parc naturel régional s'appelle le Causse du Quercy, zone de calcaire. C'est la même caractéristique ici. Vous voyez au fond des murs de pierre sèche. Donc le territoire, en fait, nous invite à faire Super Kairou, cette première œuvre. Et dès qu'elle est terminée, nous dit, en fait, on va en refaire une seconde parce que l'expérience a fonctionné. Et donc à partir de ce moment-là, on se dit, on ne va pas pouvoir refaire la même chose à 20 km avec des pierres sèches. Donc travaillons un peu ensemble. Et donc, à nouveau, on refait de la lecture de paysages, d'essayer de comprendre à quel endroit on a mis les pieds. Le parc naturel régional des Causses du Quercy, il a un classement à l'UNESCO au titre des géoparcs. Donc, il y a une réserve géologique sur ces
cet espace-là, avec un géologue à demeure. Et c'est souvent la rencontre avec un paysage, elle se fait à partir du géologue, d'un géologue universitaire ou d'un géologue amateur qui est un habitant, etc. Et en fait, un jour, le géologue, quand on fait un repérage avec lui, on est dans une zone au moment du Jurassique, en fait, où il y avait une mer à cet endroit-là. Et donc, il nous montre un fossile, qui est un fossile d'une coquille Saint-Jacques. Donc, il a sur lui, ce fossile, il nous dit, mais ce fossile, en fait, il a été trouvé dans cette ère-là. Et la coquille Saint-Jacques, c'est l'emblème des marcheurs sur le chemin. Vous savez, alors, peut-être que vous savez, j'ai oublié qu'on était en Argentine, maintenant, ceux qui ont voyagé en Europe savent que tous les marcheurs ont sur leur sac une coquille Saint-Jacques. Peut-être pour les autres, je vous l'apprends, moi je ne l'ai découvert pas non plus. Et donc ils ont une coquille avec cet emblème. En fait, cette coquille, pour la petite histoire, c'était la preuve finalement que les gens étaient allés jusqu'à Compostelle, en Galice, dans un endroit où on pêchait la coquille, et donc finalement ils revenaient chez eux avec cette coquille. Il y avait une forme comme ça de preuve finalement de quelque chose. On a accompli ce chemin et on rentre chez nous avec la coquille. Aujourd'hui, il y a une inversion, c'est-à-dire que les gens partent de chez eux avec la coquille. Une coquille qu'ils ont achetée, parce que du coup, ils n'ont pas été la chercher, donc ils l'ont achetée ou ils l'ont trouvée surgelée dans des magasins. Et souvent, je ne résiste pas à ce truc-là, c'est que souvent, cette coquille, elle est blanche. Peut-être vous avez vu dans le commerce des coquilles Saint-Jacques blanches. En fait, dans la vraie vie, la coquille Saint-Jacques, elle n'est jamais blanche, elle est toujours colorée comme ça. Donc ça veut dire que les marcheurs partent avec une coquille qui a été décolorée, ou qui a été fabriqué en Chine, parce que la plupart aussi ont des coquilles en plastique. Donc on achète des coquilles en plastique pour... Bref. Donc il y a cette double entrée. La coquille, elle est présente et dans les fossiles et sur les sacs des marcheurs. Du coup, ce qui va donner l'idée à Sarah Denouy, l'artiste designeuse qui travaille sur cette œuvre, de travailler à partir de la coquille pour faire la vêture, enfin la couverture, du coup, comme des petites tuiles. Et du coup, l'œuvre est recouverte de 15 000 coquilles Saint-Jacques. 15 000 coquilles qui ont été récupérées chez les restaurateurs dans tout le territoire. Elle s'est attachée aussi à ce que ce soit des coquilles qui aient été pêchées. Donc on ne pêche pas la coquille chez nous, en Bretagne, en baie de Saint-Malo. Pêchées par un pêcheur qui était en pêche durable. C'est-à-dire qu'il ne raclait pas les fonds de la mer, mais il allait plonger, etc. C'est un travail faramineux, en fait. Elle a embauché quelqu'un dans son studio qui a passé 600 heures à gratter toutes les coquilles avec une brosse pour que, du coup, elles ne sentent pas la vase. En fait. Il y a un autre élément qui est important pour le contexte, c'est cette histoire de charpente. Un peu plus bas, quand on est ici, il faut imaginer, on a une vue qui est sur une ancienne vallée sèche. C'est-à-dire que sur les Causses, quand on regarde d'en haut, on voit qu'il y a des bouts d'endroits qui sont finalement les derniers bras d'eau, comme dans un delta. Il y a une ancienne vallée sèche. On le voit parce que c'est les seuls endroits sur lesquels en fait il y a eu un peu de terre. C'est les seuls endroits donc où, comme il y a eu un peu de terre et il en reste un peu, finalement il y a un peu de blé ou des choses comme ça, où les vaches peuvent être. Et donc en fait on est quasiment au bord, on est presque sur une rive là. On peut imaginer qu'on est sur une rive. Donc on peut imaginer qu'on est sur une barque retournée qui fait abri. Or, à cet endroit-là, l'histoire ne vient pas d'une barque retournée, mais vient d'une technique de charpente. Il y a un charpentier à la Renaissance qui s'appelle Philibert Delorme et qui met en œuvre une technique de charpente, et notamment dans ces territoires, qui sont des techniques avec des petits bois. C'est-à-dire que sur ce territoire-là, on n'a pas de grands arbres. On n'a que des petits arbres, plutôt des chênes, qui sont plutôt fins, et donc c'est une technique qui est appropriée à cette zone-là. Parce que justement, alors là c'est une recomposition, mais en tout cas on retrouve du coup dans cette zone géographique des petites granges, des petits abris, avec cette forme comme ça, très singulière, ça n'existe que dans cette zone-là chez nous, et en Lozère un petit peu au-dessus. Et voilà. Et donc, il y a toujours cette double lecture. Sarah, elle va imaginer le travail avec la coquille Saint-Jacques à partir du fossile, et elle va imaginer ce travail parce qu'il y a cette singularité de la charpente. Et en fait, c'est ça, cet aller-retour avec le territoire. Et c'est ce qui fait qu'à cet endroit-là, on aurait pu avoir un échec parce qu'on avait un vrai militant qui était en plus l'ancien maire du village, qui était opposé au projet parce que pour lui, il était impensable de construire à cet endroit-là en coquille Saint-Jacques. Il y avait cette incongruité
d'aller construire un coquille Saint-Jacques à un endroit où le petit patrimoine est une grande fierté de ce territoire-là. Construire en coquille, pour lui, il y avait quelque chose sûrement d'une forme de performance un peu pop, un truc comme ça, qui n'avait aucun sens. Et en fait, quand il a compris le récit, quand il a pu se l'approprier, quand il a vu les artisans travailler, quand il a vu finalement aussi, vous avez vu dans le petit film, à un moment, on voit Sarah qui rentre dans un magasin et qui prend un objet dans les mains, qui est une espèce de magnète de l'œuvre. En fait, quand il a compris ce qui se passait à l'échelle de son village, il a totalement changé. Du coup, aujourd'hui, lui aussi amène des gens là, parce que du coup, il a fait son bout de chemin. Et en fait, le petit Magnetz, on a été surpris de le découvrir, et on l'a appris, ce truc-là, le jour où on inaugurait. Le jour où on inaugurait l'œuvre, il y avait des gens, on ne sait pas qui avaient fabriqué des Magnetz pour vendre dans la quincaillerie du village. Là aussi, on pourrait s'étonner et se dire, c'est quelque chose qui nous échappe, et qui échappe à l'artiste. Comment ça se fait? Il n'y a pas de droit d'auteur sur ce truc-là, c'est pas normal, etc. Et en même temps, avec les artistes, quand ça arrive, et c'est pas la première fois que ça arrive, on se dit, mais après tout, on est très fiers de ça. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui fait un Magnetz avec, il n'est pas très beau le Magnetz, il ne convient pas, mais en même temps, on se dit, ben, c'est sa façon de se l'approprier, quoi. Voilà. Et donc, tant mieux, finalement. C'est aussi comme ça que les projets font des rebonds, et puis ils deviennent des projets qui font sens sur un territoire, et c'est à partir de ces projets-là que finalement les gens se sentent aussi appartenir à une communauté sur le village. Autre technique de pierre, je ne vais pas faire une conférence sur la pierre sèche, mais on est à 300 km de la première. C'est pas la même pierre, c'est une pierre issue des volcans d'Auvergne en fait. Et donc c'est pas la même couleur, et vous voyez que c'est pas du tout la même technique. C'est 500 tonnes de pierre là. Et là aussi, c'est des artisans qui nous ont dit, mais nous, c'est le chef de chantier, en 25 ans de carrière, c'est la 3e fois qu'il faisait un objet en vrai à brique. Ça, c'est une œuvre d'une designeuse française qui s'appelle Constance Guisset, qui s'appelle Suchaillou. Souvent, les noms, Super Caïrou, Suchaillou, il y en a encore un ou deux autres, comme ça, je ne les ai plus en tête, sont des noms qui vont chercher dans une racine justement de cette langue occitane qui était présente une des langues présentes sur ce chemin. J'ai un peu fait le tour sur Fenêtre sur le paysage, je pense que c'est une question. Non, je pense qu'ils sont peut-être à l'autre au relais. Parce que c'est une des très belles vues. Les œuvres s'intègrent chaque fois dans un paysage singulier. Du coup, tout le travail, c'est aussi, et vous l'avez vu un peu dans le film, c'est aussi de voir de quelle façon on donne à comprendre et on donne un point de vue sur un paysage. Du coup, chaque fois, on passe énormément de temps finalement à comprendre où l'œuvre pourra être la plus juste possible pour appréhender un paysage, quoi, et comprendre la région dans laquelle on est en découvrant ce paysage-là. Là, c'est la zone on est vers le Puy-en-Velay, dans le centre de la France. Ce qui me fera peut-être expliquer dans ce travail sur le territoire, c'est qu'en fait, tu amènes une certaine connaissance, une certaine envie de travailler avec des artistes. Tu rentres en complicité avec des gens qui connaissent à la limite presque mieux le territoire que toi, ou plus profondément, et c'est cette rencontre-là entre l'artistique, quelqu'un qui va créer quelque chose, mais avec une espèce d'authenticité et un ancrage au cœur absolu, proposé, poussé, amélioré par les gens du coin, quoi. Oui, moi j'adore mon métier, moi je suis un enfant en fait, quand j'arrive dans ces villages-là, j'adore m'en remettre aux gens qui sont ces experts du village en fait. C'est-à-dire que dans ce village-là, la première fois où j'arrive comme ce que je demande aux artistes, j'arrive tout nu en fait. J'arrive, je n'ai aucun a priori, et je me laisse porter par des gens qui n'ont qu'une envie. C'est ça qui est génial en fait, c'est que quand on ouvre la porte un peu, il y a des gens qui ont envie de nous faire découvrir l'environnement dans lequel ils sont, et ils sont très fiers de nous faire découvrir ça. Et ça, je pense que c'est partout. L'attachement que l'on peut avoir à une terre, à une langue, à des matériaux, à des couleurs, à des lumières, etc. Ça, on peut tous le partager, ça. Et du coup, moi, c'est là où je suis un enfant, c'est-à-dire quand je vais sur ce terrain-là la première fois, j'ai l'impression de découvrir une des merveilles du monde. Et du coup, après, c'est facile de partager avec les autres, parce que
Et après, ce qui est bien, c'est que chacun reste à sa place. C'est-à-dire que moi, quand l'artiste vient découvrir pour la première fois ce paysage, je fais en sorte que la personne qui me l'a fait découvrir soit là. C'est-à-dire, je ne lui prends pas le récit. C'est à elle de raconter cette chose-là. Moi, le maire du village ou l'expert de ce village-là, il ne prendra jamais, il ne viendra pas sur le terrain qui est le mien, qui est finalement d'inviter un artiste et de choisir l'artiste qui viendra. Mais il a toute sa légitimité, lui, à engager sa communauté d'habitants, en fait. Donc c'est ça qui est... Chacun est à son endroit, et en fait, on chemine ensemble vers... Et en fait, il faut vous dire qu'il y a une émotion quand on inaugure ces trucs-là. J'aime pas beaucoup, moi, ces moments d'inauguration un peu officiels et tout ça, mais malgré tout, ce qui est assez étonnant, c'est que dans ces zones-là, il y a beaucoup de maires qui sont des hommes. Il y a beaucoup de ces toutes petites communes qui sont des hommes d'un certain âge, qui sont tous à la retraite. Donc on est dans une zone où ça joue beaucoup au rugby, c'est des gaillards, ils sont un peu costauds, voilà. En fait, c'est arrivé à 2 reprises, dans 2 villages différents, le jour où ces maires-là accueillent, c'est parfois la seule chose qu'ils vont inaugurer sur tout un mandat politique. C'est-à-dire que dans ces villages-là, l'État n'investit plus, les collectivités n'investissent plus, c'est-à-dire on a fermé les écoles, on a fermé la poste, on a fermé le dernier magasin, on a fermé le bar, on a fermé le restaurant, il n'y a plus de station essence, il n'y a plus rien en fait. Et donc qu'est-ce qui se passe dans ces villages-là? C'est qu'un jour il y a des artistes qui arrivent, en plus des artistes, quoi, et qui eux, et par notre projet, vont réaliser quelque chose de nouveau, d'une forme d'un nouvel espace public dans leur village. Et moi, quand il y a un maire d'un village qui pleure, en fait, ces gens-là, c'est-à-dire que, du coup, on les croit inatteignables, etc. Et en fait, moi, c'est arrivé à 2 reprises que le maire pleure d'une véritable émotion parce que, en fait, il a fait tout le projet. Et il s'est lié d'amitié avec un artiste. Il a vu un jour arriver dans son village en se disant « Mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble ?» Parce que l'artiste est arrivé avec un pantalon jaune fluo, avec 1 heure de retard, enfin tout ça, et que lui, il venait de traire les vaches, il n'avait pas que ça à faire. Mais sauf que 2 ans après, ils sont devenus amis. Et ça, c'est enfin moi là aussi, c'est une revanche. C'est-à-dire que ces territoires-là n'ont pas le droit, plus qu'ailleurs, qu'on leur soustrait cette capacité aussi à révéler le beau, l'émotion, le sensible, le langage symbolique, etc. Je vous parle vite fait, parce que ça commence à être long, hein, sur mon... Juste pour illustrer, pour moi c'est la même démarche, c'est-à-dire comprendre... alors ça m'oblige à dézoomer un peu. Donc je vis dans un territoire rural dans lequel il existe un service, je ne sais pas comment il existe ici, on a un peu discuté avec Augustine justement de ça. Alors, il y a un service en France qui s'appelle le service d'aide à domicile. C'est donc souvent des femmes, dans la très grande majorité des cas, des femmes qui vont travailler chez des gens plutôt bénéficiaires de l'aide à domicile, donc qui sont des gens qui sont isolés, plutôt des personnes âgées ou handicapées, et qui vont travailler non pas toute la journée, mais qui vont pour une demi-heure parce qu'il faut que la personne fasse sa toilette, 2 heures parce qu'il faut qu'il y ait du linge, faire du ménage, etc. 1 heure à l'autre bout du territoire pour aller, je sais pas quoi, parler. Il y a aussi des moments où ils vont discuter avec les gens. Voilà. Et ces femmes-là démarrent souvent la journée à 7h du matin, la terminent à 21h30. On fait 7 ou 8 missions comme ça dans la journée. On circulait, nous, c'est des territoires sur lesquels sans voiture on n'existe pas. Donc, ils ont fait des fois 200, 250 km pour faire des micro-déplacements comme ça toute la journée. Et elles sont rentrées dans des maisons, comme là par exemple chez Simone qui a 93 ans. Et Simone, dans sa journée, elle n'aura vu qu'une personne. C'est son aide à domicile. Et si Simone a de la chance, elle a une aide à domicile qui passe tous les jours. Mais si elle n'a pas de chance, elle a peut-être quelqu'un qui passe tous les 3 jours, 4 jours. Si elle a un peu de chance, peut-être elle a quelqu'un qui vient la voir de sa famille. Mais on a des gens qui sont dans des situations d'isolement. Je pense que ces situations existent dans le monde entier. Je vous raconte ça parce que ça, c'est une des caractéristiques du territoire sur lequel je vis. Et à partir de cette histoire-là, j'ai essayé d'imaginer ce que pourrait être, comment finalement, dans les cahiers des charges, qui sont les cahiers des charges que l'on a dans les lieux, enfin je dis le lieu,
qui n'est pas de lieu, et dans les structures culturelles comme les nôtres, on nous demande d'essayer d'avoir une attention pour les publics qui sont éloignés de la production artistique et culturelle. Il n'y a pas plus éloigné de la production artistique et culturelle que Simone, puisqu'en fait Simone, personne ne va aller la chercher chez elle, d'autant plus à 21h le soir pour aller voir un spectacle, faire 30 km dans un sens, 30 km dans l'autre, parce qu'à 21h, Simone elle dort, personne ne peut s'occuper d'elle à ce moment-là, etc. Donc en fait, ces gens-là, il faut aller vers eux, il faut aller chez eux. Et donc on a imaginé sur le modèle, un petit jeu de mots, je ne sais pas comment le partager avec vous, service d'art à domicile et service d'aide à domicile en français. Et donc en fait, l'enjeu c'est d'aller avec les artistes au domicile des personnes âgées pour un temps qui est un temps d'une performance artistique. Ici vous avez un des plus beaux comédiens qui travaille dans l'espace public en France qui s'appelle Garnews, un comédien de très grand talent et qui a donc été faire une performance chez Simone. Qui rayonne, vous avez vu Simone, elle est une dame absolument magnifique, hein, et Garnews, il n'est pas rentré chez Simone comme ça en fait. Il faut juste, donc, juste expliquer en fait. Nous autres, quand on a eu l'idée de faire le service d'art à domicile, on s'est adressé à des partenaires qui sont ceux qui organisent les tournées des aides à domicile. Donc c'est des associations chez nous, c'est des services publics. Du coup, on a été voir avec eux de quelle façon on pouvait essayer. Donc, ça a été 1 an et demi de discussion pour essayer de leur faire comprendre ce qu'on pouvait essayer de faire, comment on allait le faire, etc. Et moi, je voulais que ce moment de spectacle, de performance au domicile de personnes âgées comme ça, ce soit pas le même petit spectacle qui se fasse 5 fois, 6 fois dans la journée. C'est-à-dire, un artiste arrive, se met au salon, tac, 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 badaboum, hop, il repart. Je voulais pas que ce soit ça. Je voulais qu'un artiste arrive, hein, c'est ce qu'on fait finalement, c'est l'aide à domicile qui a ouvert la porte. La personne qui est la médiatrice, puisque ce sont des femmes, la personne qui est médiatrice dans ce projet-là, c'est l'aide à domicile. L'aide à domicile qui ouvre la porte, c'est l'aide à domicile qui a expliqué à Simone, par exemple, c'est Daniel, son aide à domicile. Elle a un jour dit à Simone, est-ce que tu serais d'accord pour accueillir un artiste chez toi ? Il y a un projet qui s'appelle le service d'art à domicile. Est-ce que tu voudrais bien qu'un jour un artiste vienne ? Simone, elle a sûrement dit oui, je veux bien, mais qu'est-ce qu'il va faire ? Et Daniel lui a donc répondu je ne sais pas, ce sera la surprise. Parce que ni Daniel ni Simone ne le savent en fait. Et on construit la tournée et on essaye de ne pas répondre aux attentes supposées des personnes âgées, qui sont les attentes supposées, souvent des familles, mais pas des personnes âgées, c'est des familles qui nous disent ce serait bien qu'ils aient de la chanson, qu'on les écoutait quand ils avaient 20 ans au bal, etc. Bon, c'est jamais ça. En fait, ce projet-là, c'est 3 personnes. C'est la personne qui est bénéficiaire de l'aide à domicile. C'est son aide à domicile, Daniel. Et c'est le comédien que vous avez vu tout à l'heure, qui peut être comédien. Là, c'est un comédien, peut-être des danseurs, des danseuses, des dessinateurs, des photographes, des chanteurs, des musiciens, etc. Et en fait, le moment de performance artistique naît à 3. Ce qu'on dit là aussi aux artistes, c'est venez avec ce que vous êtes, ce que vous savez faire, avec votre langage. Ne préparez pas nécessairement une performance, 10 minutes, un quart d'heure de choses déjà faites, mais que cette chose-là s'accomplisse à partir de la conversation qui va naître dans le salon de Simone, par exemple. Simone, elle a toute sa vie à raconter, elle raconte généralement toujours toute sa vie quand on va chez elle. Et du coup, c'est à un moment, on trouve une petite entrée finalement. Et finalement, le comédien, la danseuse, va trouver à produire un acte, une performance artistique, très simple souvent, et qui naît dans cette relation à 3. Et en fait, cette relation à 3, elle recompose la relation du spectateur à l'œuvre, de l'artiste au spectateur. Elle recompose aussi la relation entre l'auxiliaire de vie et la personne chez qui elle travaille. Cet auxiliaire de vie, c'est le retour qu'elles nous font, c'est-à-dire qu'elles sont valorisées dans leur métier, qui est souvent très dévalorisé en France et sûrement partout ailleurs, parce que souvent elles sont assimilées aux ménages, aux dames qui sont des dames de lien, des femmes de lien,
mais qui ne sont pas nécessairement reconnues à leur juste valeur. C'est-à-dire que c'est elles qui font tenir tous ces territoires ruraux. C'est-à-dire que si elles n'étaient pas là, ces gens-là s'effondrent en fait. Et là, elles se retrouvent médiatrices sur des questions de langage symbolique, de poésie, d'émotion, tous les langages sensibles. Et donc ça leur donne beaucoup de force et de reconnaissance d'être à cet endroit. Ça se passe aussi en allant emmener les poubelles. C'est-à-dire que là, le comédien, c'est lui qui porte la poubelle de la maison. Mais c'est parce qu'à un moment, la vie ne s'arrête pas dans ces moments-là. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que et là, sur le retour, il y a d'autres images où finalement, il va se passer autre chose. C'est-à-dire, c'est une façon d'aller avec un artiste et un acte symbolique et poétique à un moment dans le quotidien de Patrick, cette personne qui est là, qui est handicapée, qui à un moment dans son quotidien, il y a quelque chose qui la sort de ça. C'est ça, augmenter la vie. C'est-à-dire qu'à un moment, révèle quelque chose qu'elle a aussi, cette personne-là. Souvent, quand on fait ce genre de projet en France, qui sont des projets qui sont assez facilement assimilables à de la médiation culturelle et qu'on peine à voir comme de vraies productions artistiques, souvent les institutions nous disent, elles considèrent que c'est une œuvre de médiation et qu'il y a quelque chose que... C'est des débats permanents avec les gens du ministère de la Culture, avec tous les subventionneurs, parce qu'en fait, ils se disent, oui, mais et l'œuvre ? Et l'œuvre ? Tout le temps, et l'œuvre. Mais je veux dire, l'œuvre, elle n'est pas que dans la salle, elle n'est pas que dans le musée, elle n'est pas que dans le lieu d'exposition, elle n'est pas que dans l'endroit dédié et consacré, en fait. C'est-à-dire que ce monsieur-là, ce jour-là, ben, il a eu en tout cas l'occasion de découvrir une œuvre. Il a eu l'occasion de découvrir l'œuvre de ce comédien-là. Donc ça, c'est une militance aussi. En France comme ailleurs, mais c'est des choses qu'on doit répéter systématiquement. Ce travail-là, juste, petite parenthèse, c'est un travail qui a été mené avec des designers, c'est un travail de design social, c'est un travail sur lequel on a développé des petits outils qui permettent à l'artiste, quand il va au domicile, d'avoir quelques balises et quelques points d'appui. C'est-à-dire que tous les artistes avec lesquels on travaille nous disent, en fait, pour moi, c'est terrorisant de rentrer chez Simone, chez Lucette, chez Ginette, que vous verrez dans les vidéos. C'est terrorisant parce qu'en fait, quand on est autour de la table de la cuisine, on est trois. Ginette, elle me regarde, elle me dévore des yeux en se demandant ce que je vais faire. Alors que quand je suis dans une salle de spectacle comme ici, finalement, le public, je ne le vois pas, je peux me protéger. Du coup, on a fabriqué tout un tas de petits objets qui sont des points d'appui, de repères, et qui leur permettent, s'il faut, un moment de rebondir et de... Voilà, ça a été fait avec des designers. Peut-être on peut lancer les deux petites vidéos, puis moi j'arrête pas de parler, sauf s'il y a des questions, mais ces deux petites vidéos, je les présente rapidement, parce qu'elles ne seront pas traduites, elles sont en français, il y a un texte en français dessous, juste pour que vous compreniez. Donc Georgette, c'est un danseur qui va chez elle, il y a un petit dialogue entre l'auxiliaire de vie et Georgette. Elle lui, grosso modo, elle parle de son âge, depuis combien de temps il est marié, etc. Mais je vous la montre parce que vous verrez la malice aussi qu'il y a dans les regards, dans la façon dont ces trois personnages se regardent. Et la seconde qui enchaînera, Lucette, était une femme de minotier. Le minotier, c'est celui qui fabrique la farine dans un petit village. Et on ne le voit pas vraiment dans la vidéo, mais à un moment, vous verrez qu'elle parle de ça, parce qu'elle est avec une chorégraphe, Julie Desprairies, et elles travaillent ensemble à partir des gestes de la minoterie. Et à partir des gestes que cette femme a fait toute sa vie avec son mari pour mettre dans les sacs la farine, etc. Donc on peut lancer les deux petites vidéos. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette maison ? On s'est mariés en 52. Ça fait 72 ans, hein. Ouais, oh bah, plus rapide que moi. Je vois cette vue comme ça me donne envie de vous faire un peu une petite proposition. Je danse et en gros, vous me regardez par la fenêtre. Ça vous plairait ça ? Ben oui. Ça va nous changer de Google.
Ça va être la seconde, si vous voulez. Oh, Daniel. Merci Daniel, vas-y. Tu vas m'apprendre les gestes de la minoterie. Parce que la farine, elle arrive dans quoi? Il y avait une caisse comme ça, elle devait mettre le sac, avec une sangle, j'attachais mon sac et je tapais, la farine tombait sur une balance et quand il y avait 50 kilos, j'arrêtais. Je peux vous dire que j'ai beaucoup dansé, beaucoup. C'est vrai? Oh oui, énormément, énormément. Qu'est-ce que tu faisais comme danse? La bourrée, Ah, croisée. la bourrée, ah ouais? Oh, si il fallait pas être au bout d'arranger. Allez, Lucette. Allez, hop. L'autre côté. Merci pour tout, merci pour tout. Voilà. C'est bon? Ouais, je crois que ça fait un moment que Fred parle. Peut-être simplement dire, Fred, par cette discussion, je voulais juste me dire que le projet de Fred, en fait, pour ceux qui ont des théâtres en France, des lieux, c'est vrai que c'est toujours un truc assez utopique, mais comment il fait pour travailler et comment inventer des choses. Et c'est une question qui se pose beaucoup en France, de travailler autrement sur les territoires, comment s'approcher des habitants. Donc je trouve que c'est un très très bon exemple qu'on a aujourd'hui. Et peut-être juste Fred pour conclure, cette utopie-là de proximité qui semble merveilleuse, elle rencontre aussi des difficultés, peut-être des difficultés politiques, parce que c'est quand même un peu le cas. Sur Derrière Hugo, il ne faut peut-être pas prendre un tableau absolument idyllique. Ça rencontre aussi quelques freins et peut-être pas finir sur une mauvaise note, mais en tous les cas dire que c'est utopie et il continue, qu'il faut encore se battre pour elle. Je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que du coup, le projet il est né en 96, donc ça fait presque 30 ans, que malgré différentes phases de structuration et de consolidation, c'est en fait une lutte permanente. Moi, j'ai jamais l'impression que cette chose-là soit terminée et finie. C'est-à-dire qu'on fabrique des projets qui ont vocation à s'institutionnaliser, mais de la même façon qu'on est tout le temps en train de réinventer le projet, j'ai l'impression qu'il faut tout le temps réinventer la façon de l'asseoir dans le paysage. Ça, c'est une des premières difficultés, juste. Et qui est pas mince, hein, parce que du coup, aujourd'hui en France, on est dans une autre situation qu'ici, mais on a quand même des départements, des régions qui coupent les subventions totalement pour toutes les associations, le sport, la culture, etc. Mais non, la difficulté, moi, dont je peux parler ici, c'est aujourd'hui, on vient de quitter, il y a 3, 4, 5, peut-être 6 mois, je ne sais plus, on vient de quitter la ville dans laquelle on a créé le projet. On a quitté Capdenac-Gare le 30 octobre 2024, donc après 28 ans de projet, à un mois après, 28 ans après, on est parti de nous-mêmes avant qu'on nous mette dehors. Depuis 5 ans, le maire de Capdenac, les élus de Capdenac, la ville dans laquelle on a monté le projet, demandent ma tête. En fait. C'est-à-dire que je pense que c'est et je reboucle avec la question de l'éducation populaire. Je pense que l'éducation populaire, elle a des vocations à accompagner des gens vers l'émancipation et finalement une place dans la cité. Je crois que dans cette cité-là, de 5000 habitants, aujourd'hui, notre place, elle est devenue tellement certainement contre notre quelque chose qu'on n'avait pas vu venir et qui finalement, en tout cas, moi, m'intéresse assez peu. Mais dans cette ville-là, je suis devenu une personnalité publique, en fait, par le projet, par le travail. Et il se trouve que ce travail, en plus, pose des questions éminemment politiques, hein, puisque c'est un travail dans l'espace public. Quand on fait des œuvres d'art refuge, le premier projet Fenêtre sur le paysage, on agit dans l'espace public, mais en plus comme des développeurs territoriaux. On développe le territoire en relation avec le monde du tourisme, de l'économie, de la fabrication d'abris, je perds mes mots là, mais de l'artisanat, etc. Donc on agit pleinement dans un espace qui est celui normalement dévolu aux politiques. Sur une initiative que l'on a prise, nous, généralement ce genre de projet en France, c'est des initiatives qui sont d'abord portées
par le monde politique et par l'institution politique. Or là, c'est nous qui l'avons. Donc, comme le service d'art à domicile, en fait. C'est-à-dire que là, on agit directement sur un espace politique. Et donc ça, je pense que c'est des projets qui sont très forts et qui, je pense, nous ont mis à un endroit que ces élus-là, en tout cas, ont imaginé être un endroit de conflit, de concurrence. Ces projets-là nous ont permis aussi, et en tout cas, il y a eu un très bel accompagnement de la presse qui a mis en avant ces projets-là en France à un moment où il se trouve comme d'autres projets, mais en tout cas, on a beaucoup parlé de nous. On a pu mener ces projets sans avoir besoin de ces élus de la ville de Cap-de-Nat. Donc, quand on va à côté de Genève, on n'a pas besoin d'eux et on s'en émancipe totalement. On agit totalement librement depuis le début. Je pense que c'est intolérable en fait. C'est un affront, je crois que c'est un affront total. Et plutôt que de chercher à en bénéficier, aujourd'hui ils se satisfont de notre départ et on lutte au quotidien pour la survie du projet parce que c'est de ça dont il est question en fait. Quand on est parti, aujourd'hui on tente de rassurer l'ensemble des autres subventionneurs pour qu'ils ne lâchent pas le projet. En fait. Voilà. Donc, tout ce qui semble relativement sympathique, idyllique et cultivé sur le terrain, moi je le dis, j'ai un immense plaisir à faire tout ça. En fait, je pense qu'on sort un petit peu de la crise, mais je pourrais l'affirmer le jour où j'aurai la certitude que l'ensemble des subventions que l'on avait sera encore là, même si on en a perdu une grande quantité avec la ville, etc. Donc c'est une façon de faire la boucle, et c'est pour ça que je voulais insister au début sur l'éducation populaire et ce mouvement-là, parce que je pense que c'est typiquement notre pouvoir d'agir qui, à des moments, nous met aussi en difficulté, quoi. Je pense qu'il aurait été plus confortable pour les élus de Cap-de-Nat qu'on organise des spectacles dans une salle de théâtre et qu'on puisse s'adresser au même public habituel qui nourrit toutes les salles de spectacle en France. C'est un peu le thème de la Nuit des idées bientôt. Le poder d'actuel. On va faire un lien avec 16 et 17 mai. Il y aura tout un débat autour de cette question-là. Merci Fred, je pense.